voulais d'abord que vous vous présentiez rapidement, Chloé et Mathieu. Je sais que vous discutiez il y a 2 secondes, vous avez fait un défi aussi qui est parti juste devant là, la traversée de la Seine à la nage. Je voulais juste que vous vous présentiez rapidement. Chloé, si tu peux me dire 2 mots sur toi. Je lance. Oui, c'est un moment qui est assez. C'est ce que j'appelle un full circle moment. C'est vraiment. J'ai l'impression qu'on revient à la source parce que notre tout premier projet qu'on a créé ensemble avec Mathieu, avec notre association Swim for Change, on partait d'ici. On est parti dans l'eau. Moi, j'ai sauté dans l'eau dans la Seine ici en 2021, donc il y a déjà 4 ans, pour descendre la Seine à la nage. C'était pour retracer le parcours d'un mégot de la ville jusqu'à la mer. On a aussi organisé une grande collecte de mégots ici. Et donc, en fait, c'est ça ce qu'on fait avec Mathieu. C'est comme ça qu'on se présente aujourd'hui. On est éco-aventurier parce qu'on utilise l'aventure pour parler de problèmes et pour mettre ces sujets de l'océan et de l'eau dans le quotidien des gens. Carrément. Et Chloé, dans la vie, tu es quoi ? Dans la vie, je suis ingénieure de formation. Ça fait 5 ans que je travaille sur les sujets RSE. Et maintenant, je passe aussi un peu de temps quand même dans les piscines. Tu passais déjà un peu de temps dans les piscines avant aussi. Ça fait longtemps. Ah ouais. Et toi, mon petit Mathieu? Et ben moi, un petit peu comme Chloé, sauf que j'ai fait des études plutôt de commerce en Angleterre et je me suis impliqué dans une asso qui s'appelait Unactus, peut-être certains connaissent. Et en fait, j'ai découvert comme ça l'entrepreneuriat social et ça m'a un peu pris. Donc j'ai décidé avec mon cousin de faire un tour du monde en vélo sur les solutions face aux déchets plastiques. Et en fait, ça m'a éclaté de rencontrer des gens, rencontrer des initiatives. Et je me suis dit que je voulais peut-être à mon tour continuer à raconter ces histoires et le faire de façon positive et inspirante. Et donc là, avec Chloé, on a créé l'association et puis on a commencé à faire ça un petit peu ensemble. En parallèle, j'ai animé le Club Circulaire, un club d'entreprise sur l'économie circulaire. Et puis aussi le Climate Workout, qui est une sorte un peu de Koh-Lanta du climat. On a un petit stand dans le Grand Palais. Et voilà. Raconte-nous rapidement ce que c'est le Climate Workout. Le Climate Workout. D'ailleurs, on va peut-être les entraîner, non c'est sûr. Là, vous pensez que c'est un moment tranquille? Pas du tout. Non, le Climate Workout, l'idée, c'est de sensibiliser les gens avec le mouvement. En fait, d'activer différentes mémoires, la mémoire visuelle, la mémoire kinesthésique et la répétition. Et donc, pour faire ça, en fait, on a designé un atelier qui dure 1h30 dans lequel on transmet les grands principes sur le réchauffement climatique et des leviers pour agir. Et on a fait ça avec 4000 personnes l'an dernier. On a un record de 100 000 squats l'année dernière qu'on va essayer de battre cette année pour la petite anecdote. Génial. Et donc, utiliser le sport pour s'engager, ça marche? C'est à moi de répondre? Maintenant ou Chloé? En fait, le pouvoir du sport, c'est que ça émeut les gens. On crée des émotions, on va ancrer quelque chose, on va raconter une histoire. Et donc, si je prends l'exemple de la descente de la Seine à la nage qu'on a fait avec Christophe, qui est là d'ailleurs, qui était le capitaine de notre bateau. En fait, si on raconte à nos potes en disant regarde le mégot, c'est dégueulasse, ça pollue, en fait, on a du mal à les accrocher. Avec notre entourage, c'est ce qu'on a réalisé. Alors que si on leur dit regardez tous les mégots, on avait collecté 800 000 mégots juste à côté, là, 800 000 mégots en 3 heures. Tous ces mégots-là, si on ne les avait pas collectés, ils auraient fini dans la Seine et dans la mer. Et nous, pour faire ça, on va retracer ça à la nage, en faire un documentaire et raconter cette histoire. Et d'un coup, on a réussi à toucher beaucoup plus de gens. On a compté qu'on a touché à peu près 10 millions de personnes, ce qui aurait été impossible si on était juste nous à collecter des mégots dans notre coin, quoi. Oui, parce que vous allez traverser l'Atlantique à la nage, mais avant de faire ça, vous avez quand même fait un autre petit défi aussi entre Marseille et Barcelone, qui était 500 km à la nage, pour raconter qu'un mégot de cigarette qu'on fout dans l'eau, dans la Seine, là, c'est 500 litres d'eau de polluée. Raconte-nous un petit peu ça, Chloé, rapidement. C'était en 2023 pour un peu refaire aussi ce même schéma où on prend un sujet qu'on a envie de mettre au JT dans la tête des gens. On crée toute une aventure. C'est pour ça qu'on a décidé de nager 500 km entre Marseille et Barcelone. Là, on était 5 nageurs. On s'est relayés jour et nuit pendant 12 jours. Et on a aussi collecté des mégots à Marseille et on a fait ça dans 11 villes en France. Il y a raconter une histoire, comme Mathieu vous l'a dit, mais il y a aussi qui va raconter cette histoire. Et en fait, on réalise que sensibiliser les gens, quand c'est quelqu'un qui leur parle, c'est hyper important de savoir qui va leur parler. Et donc là, on a fait un partenariat avec des youtubeurs, dont Inoxta, qui était avec nous à Marseille. Et parce que le message venait de lui,
on a réussi à toucher un public qui était non convaincu, qu'on n'aurait jamais réussi à toucher si on parlait juste des mégots comme ça à n'importe qui. Donc il y a aussi le biais du messager et de qui va raconter cette histoire. Et donc il y a la posture d'athlète et il y a aussi les gens avec qui on peut collaborer pour faire passer ce message. Non, c'était assez fou. Moi, j'étais là, j'ai découvert Inoxtag d'ailleurs à ce moment-là, parce que bien sûr, je suis un boomer. Et c'était incroyable. Tous les gamins étaient autour de lui. On est allé prendre des petits cendriers de poche. Et on ramassait. Donc, le but du jeu, c'était pendant 1h30, 2 heures d'aller ramasser le plus de mégots possible. Mais c'était surtout aussi de sensibiliser les différentes personnes à la sortie des bistrots ou dans les bistrots en leur disant voilà, vous avez un petit mégot, un petit cendrier, et en fait ça marchait très très bien. Moi j'étais hyper surpris du truc positif en fait, de raconter l'utilisation de ce cendrier, de la manière dont ils devenaient aussi ambassadeurs derrière auprès de leurs copains, qu'ils aient 20 ans ou 80 ans, et qu'ils aillent raconter à leurs copains qu'il fallait arrêter qu'ils jettent leurs mégots devant le bistrot. Ça fonctionnait super bien. Et ensuite vous avez donc traversé jusqu'à Barcelone en traînant en partie un énorme mégot à l'arrière du bateau. Ouais, l'idée, c'était de s'inspirer des avions que tu vois sur la plage. On s'est dit ce serait cool d'avoir un même message, mais décarboné. Et donc, en fait, on avait créé un mégot géant qui faisait 5 mètres de long, gonflable, 1 mètre de diamètre, quoi. Donc, vraiment... Et le bateau, il tirait ça. Donc, c'était pas nous, parce qu'on a fait d'ailleurs une épreuve au bassin de la Villette, où on l'a tiré pendant 5 km. C'est un enfer à tirer en fait dans l'eau. Donc c'est plutôt le bateau qui tirait ça et nous on nageait tranquillou à côté. Bon, passons à la grande traversée qui se prépare là. Ils s'entraînent, hein, ils sont comme ça, ils sont tout calmes, mais c'est des sacrés sports. Mais toi tu l'as traversé. Oui, moi je l'ai traversé plusieurs fois. Toi tu sais. Nous moi, on sait pas. Sur des petits bateaux, des grands bateaux. Et je sais aussi la difficulté déjà de le faire à la voile. Donc à la nage, mes petits cocos, ça va être, ça va être un sacré truc. En tout cas, moi, j'en reviens toujours pas. Mais comment ça arrive dans sa tête comme ça, de se dire, OK, on va le faire, on va traverser l'Atlantique à la nage, en couple. Ça vient d'où ça ? Ça vient d'un petit rêve qu'on a dans la tête, qu'on n'ose pas trop dire, qu'on n'ose pas trop partager parce qu'on se dit que c'est trop gros. Et donc, on le garde chacun dans notre tête sans jamais s'en parler pendant quelques mois, quelques années. Pendant 1 an, ouais. 1 an, ouais. Et un soir, on est avec des amis qui nagent pas. Hein. C'est très important de dire que c'est des amis qui ne sont pas nageurs, mais qui ont aussi fait la traversée à la voile et qui nous disent... Et donc, ils parlent de cette transat de l'Atlantique. Et moi, je leur dis... Et alors, ce serait possible de nager ? Et ils disent, bah oui, complètement, pourquoi pas ? Et donc après, ce petit rêve impossible devient possible. Et là, on commence à se dire, et si on pouvait faire ? Et on commence à appeler des gens, à raconter un peu l'histoire et voir comment est-ce qu'on pourrait potentiellement rendre ce rêve une réalité. Est-ce que ça a déjà été fait ? Alors, dans l'histoire des traversées, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu 6 tentatives, il y a eu 4 échecs. Et il y en a eu 2 qu'on considère un peu comme réussies. Une par le nord, par Ben Lecomte, en 98. Entre où et où ? Alors lui, il est parti du Canada et il est arrivé en France, vers la Bretagne, je crois, avec un bateau à voile et des conditions avec beaucoup de dérives. Donc c'est des traversées qu'on appelle avec dérive, déjà parce qu'on part avec le courant dans le bon sens, mais aussi parce que la nuit, en fait, le bateau dérive aussi, donc on se laisse dériver. Et après, il y a eu une autre, plutôt sur notre itinéraire, qui s'appelle Guy Delage. Et ça, c'est en 90 aussi. Donc ça n'a pas été fait depuis une trentaine d'années. Et en fait, là, lui, il était en autonomie. Donc lui, le gars, il était vraiment fou furieux. Il est parti sur son radeau. Et puis, il nageait 6 heures par jour. Et puis, la nuit, il remontait à bord. Alors, il a été un peu décrié, parce qu'il était avec une voile. Donc, on ne sait pas quelle partie il a fait à la nage ou pas. Et c'est important parce qu'il y a toujours des puristes des défis qui vont tout checker et tout. Mais ça, c'est les 2 traversées qu'on considère comme réussies. Et donc nous, dans cette lignée-là, par contre, ce sera la première fois qu'on va autant nager en termes de distance. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'un homme et qu'une femme vont autant nager le même défi, en fait. Vas-y, alors Chloé, donne-nous un petit peu des chiffres rapidement de ce que va être ce prochain défi qui partira, si tout va bien, en novembre prochain. C'est ça. 3800 km à la nage. On nage du Cap-Vert jusqu'à... Vas-y. 3800 km à la nage. 3800 km à la nage. Et d'ailleurs, pour l'idée, c'est 380 km entre ici et Deauville. Donc c'est un peu plus long.
Un peu. On rajoute un petit 0. Et 3 mois de nage, on va partir avec le bateau de Marseille. On va jusqu'au Cap-Vert en bateau avec notre équipage. À la voile. À la voile. On aura 4 personnes à bord avec nous. Oui, notre objectif, c'est vraiment de ne pas utiliser le moteur. Ça, on va essayer sauf en cas d'urgence, mais de ne pas utiliser le moteur. On va jusqu'à la voile au Cap-Vert. Et au Cap-Vert, au 1er novembre, on va partir à la nage jusqu'à Martinique, Guadeloupe. 3 mois de nage. Tous les jours, avec Mathieu, on va se relayer. Donc, moi, je nage 1h30, il nage 1h30, 1h30, 1h30 pendant les heures de la journée. Et la nuit, on se repose. Ah, d'accord, ça va. Les requins, ils chassent la nuit aussi. et Mathieu, il a un peu peur des requins. Donc, c'est pour qu'il n'ait pas trop peur. Et on espère arriver de l'autre côté. Donc, c'est ça. Alors, racontez-moi juste 24 heures sur le bateau. C'est ça. C'est 1h30 dans l'eau, 1h30 dodo, on se repose, on se nourrit. Ça va être ça le cycle, enfin, normalement? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc le reste du temps, en fait, on a tout un équipage à bord. Il y a 4 autres personnes, 2 skippers, une infirmière et une médecin. Et en fait, ils se relaient il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne, ou sur un kayak, qu'un petit kayak ou une annexe. Et après, le reste, il faut préparer le bateau, se reposer, faire à manger. On a des fours solaires à bord, donc ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Il y en a un qu'on montre ici. Et donc, il y a toute une vie à bord qu'il va falloir organiser et préparer. Et d'ailleurs, on part dans une semaine, là, avec toute l'équipe, en Méditerranée, faire ce qu'on appelle l'aventure test. Donc, on va tester plein de trucs qu'on va pouvoir affiner, notamment le calendrier, pour voir comment est-ce qu'on organise nos journées. Et aussi, donc, se préparer physiquement et psychologiquement. On en avait un peu parlé, Mathieu, mais c'est moi qui ai passé un peu de temps en mer, en solitaire ou en équipage, le vrai sujet, c'est de tenir dans la tête aussi, parce que c'est elle qui quand même guide, et un peu notre cœur aussi, mais bon, nos actions et nos projets, et notre détermination. Il y a un vrai sujet de rester, il n'y a pas que vous d'ailleurs sur le bateau, vous partez à 6 en tout, pendant 3 mois dans un tout petit espace, avec une frustration qui est assez grande, c'est que le bateau il va être très très lent en fait finalement. Quand tu pars traverser l'Atlantique, normalement tu mets les voiles et puis tu avances. Et là, même s'ils sont très rapides, hein, c'est des grands nageurs, ils avanceront pas à combien, c'est quoi, c'est 1 nœud, non? Oui, 3 km/h. Ouais, c'est ça. Et donc, le gros sujet, ça va être de ralentir le plus possible le bateau pour rester proche des 2 nageurs. Et donc, quand tu es sur un bateau comme ça, quand tu pars en mer, souvent, en tout cas moi, quand je pars en mer, j'ai qu'une envie, c'est partir en mer. Et puis après, une fois, au bout de quelques jours, tu n'as qu'une envie, c'est de se dire quand c'est que tu arrives. En tout cas, bon, j'ai toujours fait beaucoup de compétitions et pas beaucoup de croisières, mais je vais apprendre à en faire plus. Mais c'est vrai que le sujet, c'est de se dire, voilà, il va y avoir à un moment donné dans la tête des gens, c'est quand c'est qu'on arrive, tu vois. Et ça, il y a un vrai sujet de préparation. Comment vous vous préparez psychologiquement et aussi physiquement ensuite? C'est quoi les doses d'entraînement que vous faites dans le physique et sur le psychologique? Pour l'aspect physique, moi, il y a une très très bonne nouvelle, c'est que depuis janvier, j'ai pris 2 kilos de muscles. Donc, ça progresse. C'est du solide. Ça progresse. C'est impressionnant. En tout cas sur la partie physique, on est vraiment super bien accompagné. J'ai l'impression d'être athlète de haut niveau. J'ai 6 personnes qui s'occupent de moi, un médecin, un kiné, un coach. Vraiment, je dois bien dormir, je dois bien manger. C'est assez incroyable. J'ai l'impression que je vais participer au JO. Et donc ça, c'est trop chouette parce que ça nous demande à être dans la meilleure forme physique. Et donc on pense à tous ces petits détails. Qu'est-ce qu'on mange? Comment est-ce qu'on assure qu'un régime végétarien, il apporte tous les nutriments qu'on a besoin pour toute cette charge d'entraînement? Donc on nage beaucoup, bien sûr. On passe beaucoup de temps à faire des longues distances de natation. Aujourd'hui, je dois essayer d'aller nager 5 km à un moment dans la journée. Et on fait aussi... Aujourd'hui, là, 5 km? Aujourd'hui, mon entraînement, c'est 5 km, oui. Il faudrait faire un couloir devant le Challenge Now, tu sais? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Elle est propre dans la scène, non? Elle est propre. On va propre. demander à Madea, mais... Et bien sûr aussi un peu de préparation physique, de la muscu pour préparer les muscles. Et sur l'aspect mental? Et sur l'aspect mental, donc il y a l'aspect individuel, l'aspect couple et l'aspect équipe. Et vraiment sur ces 3 aspects. L'aspect couple, j'avais oublié. Il faut pas l'oublier celui-là. Non, d'ailleurs, c'était le plus important. Avant d'annoncer le projet, on s'est dit, mais est-ce qu'à faire un défi aussi fou, on risque pas de perdre le couple?
Grosse question. Et donc pendant 6 mois, en fait, on a fait une thérapie de couple, on a fait des stages de communication non violente, on a fait plein de trucs différents, mais en fait, c'était vraiment le truc le plus important, quoi. On a mis ça en priorité l'an dernier. Et c'est super intéressant, en fait, parce que ça te permet de mieux découvrir l'autre, ses différentes personnalités, et un peu mieux de se découvrir soi-même. Donc ça, on a vraiment travaillé. L'aspect individuel, en fait, la prépa mentale, on l'a depuis les années d'expérience. Après, on va beaucoup plus loin là dans ce qu'on fait. Donc, Chloé, tu vas faire, je pense, un calendrier des pensées. Donc, te dire à quoi je vais penser à chaque jour, en fait. Et donc, elle a une liste de choses à quoi elle doit penser. Moi, c'est plus binaire. Généralement, je pense ou à manger ou à pisser. C'est-à-dire dans l'eau. C'est 90% du temps, c'est ça. Et puis parfois, quand vraiment ça va pas, je me dis, il y a un requin ou un truc comme ça. Là, il faut que je trouve des mécanismes sur lesquels je travaille un peu pour. C'est quoi vos grandes peurs à tous les deux? Moi, en vrai, c'est quand même un requin, quoi. Enfin, non, mais ça paraît con. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on en croise. Donc, Si, il y en a, hein, tu sais. Statistiquement, Mais le fait qu'on se peut-être fasse pas. attaquer, tout Voilà. ça, il n'y a pas beaucoup de chances. Voilà. Qu'on en croise, ça ok. Mais du coup, j'ai lu plein de trucs. Hier, par exemple, avant-hier soir, jusqu'à minuit, je faisais un brief pour les combis. Donc, on va mettre des yeux derrière la combi, puis ici, parce qu'en fait, apparemment, le requin... Des rayures aussi, ouais. Voilà, des rayures. Non, mais on va faire plein de trucs. On a des systèmes d'ondes, enfin, on a plein de trucs. Mais quand même s'il y a tout ça, ça reste une peur, en fait, viscérale. Et je me souviens, quand on nageait Marseille-Barcelone, le petit moment où je dois sauter du bateau et rentrer dans l'eau, ce moment-là où je suis dans l'air, je panique, en fait. Et à partir du moment où je suis dans l'eau, je reprends ma nage, etc. Mais surtout, vu qu'on nageait de nuit, qu'on voit rien, qu'on est au milieu de la Méditerranée, j'ai dû pas mal affronter mes propres peurs. Moi, ma peur, elle est un peu plus ce que tu disais avant. On va partir en novembre du Cap-Vert et on a à peu près 3 mois pour arriver. Donc, ça veut dire qu'on va passer Noël et Nouvel An à bord, au milieu de l'Atlantique. Et moi, ma peur, elle est plus par rapport au fait que je vais être loin de ma famille à ce moment-là, des moments où tout le monde se retrouve, où normalement, je suis avec mes sœurs, ma famille, mes grands-parents. Et donc, ma peur, elle est plus d'être loin de tout le monde, de ne pas me sentir proche de mes proches physiquement et connectée à eux, et de me retrouver un peu seule sur ce bateau, à littéralement tourner en rond sur ce bateau. Alors, tu ne vas pas tourner en rond. Et surtout, il faut te dire que tu vas être très, très suivi parce qu'on va vous suivre. Et ça, c'est un truc assez fou quand tu fais un défi comme ça. On va être des milliers, voire des millions à vous suivre. Il y a 2 petites filles, 2 enfants qui viennent d'arriver là. Le sujet de la traversée, c'est aussi de sensibiliser les enfants. C'est aussi de travailler à essayer de mieux découvrir l'océan, la thématique de l'océan. Je crois que c'était... j'ai fait une conférence il y a quelques jours en disant qu'il n'y avait que 8% des fonds qui étaient alloués sur les sujets de l'océan aujourd'hui, dans le mécénat français aujourd'hui. Ce qui n'est pas beaucoup, alors que ça recouvre 71% de notre planète, je crois. Ça, c'est un vrai sujet pour vous. Vous n'allez pas traverser l'Atlantique juste pour faire un défi dans le couple en disant « Ok, c'est bon, allez, viens, on va traverser l'Atlantique tous les deux ». Il y a un énorme sujet aussi de se dire « Ok, on va le faire parce qu'on a envie que l'océan soit mieux compris et qu'on protège plus ». En fait, depuis le début, et même au tout début, quand on avait fait la descente de la Seine à la nage, avec Mathieu, on réalise qu'à travers nos aventures, ce qu'on adore, c'est le partager avec les enfants. C'est après, quand on est arrivé à Deauville, on est allé à l'école de Deauville, on avait tous les enfants dans la récré, on leur racontait l'aventure, on leur partageait toutes les infos sur les mégots, pourquoi ça pollue. Je pense qu'aucun de ces enfants vont être fumeurs. Et je pense et c'est vraiment incroyable, ces moments-là où on peut le partager avec les enfants. On avait d'ailleurs fait un documentaire aussi, et après une tournée en France, pour partager nos expériences et nos retours. Et donc cette connexion-là que nous, on ressent quand on nage et quand on est dans l'eau, c'est ça qu'on adore partager aux enfants. Et donc à travers cette aventure, on travaille avec la Water Family, qui est aussi ici aujourd'hui, pour créer un parcours pédagogique pour l'océan. Donc pendant 3 mois, les enfants vont nous suivre, et chaque semaine, dans leur classe, leur enseignant va recevoir la thématique de la semaine. Ça pourrait être sur la biodiversité, la pollution, le cycle de l'eau.
Et comme ça, il y aura un vrai programme avec 12 séances pour apprendre toutes les différentes thématiques sur l'océan en suivant une aventure pour que ce soit inspirant, engageant et surtout que les enfants ils se disent moi aussi, comment est-ce que je peux agir dans mon quotidien sur cette thématique. C'est vrai qu'en discutant avec vous, on se questionne tous un peu sur comment on peut essayer de faire que le monde aille un peu mieux aujourd'hui et demain, et c'est pas une mince affaire. Et donc, à un moment, on se disait, les enfants, c'est bon, ils seront trop vieux quand il faudra vraiment changer les choses. C'est des personnes qui sont au cœur du pouvoir aujourd'hui qu'il faut influencer, changer, faire évoluer, transformer, influencer positivement sur ces sujets-là. Vous m'avez donné un chiffre, c'est que 7 enfants... Un enfant, 7 adultes. Sensibilise 7 adultes, exactement. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce qu'au début, c'était aussi mon prisme de me dire, les enfants, le temps qu'ils grandissent, c'est trop tard. Et puis, je me souviens, j'échangeais avec le CEO de Bell, du groupe Bell, et je lui disais, mais qu'est-ce Bell, c'est quoi? C'est des fromageries? Un groupe de fromage, tu vois. Et je lui dis, mais c'est quoi, toi, dans tout ce que tu as vu, ce qui t'a le plus sensibilisé? Il m'a dit, c'est mes enfants. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, lui, il est aujourd'hui avec beaucoup de responsabilités, et pourtant, la voie royale de sensibilisation pour lui, c'était ses enfants. Et donc, si on arrive à embarquer des petits jeunes comme vous, en fait, c'est nos meilleurs alliés pour aller toucher les parents sans être culpabilisant. Et un enfant sensibilisé touche 7 adultes, je trouve que c'est très fort comme chiffre. Donc, en fait, nous, notre mission, c'est de toucher minimum 50 000 enfants, c'est-à-dire 350 000 adultes. Donc tout de suite minimum, et grâce à vous on peut toucher beaucoup plein plus de monde. Non, et le but c'est de toucher en fait les parents et puis les enseignants aussi, essentiellement de primaire, donc parce que c'est à cet âge-là qu'on développe un amour pour l'océan et une empathie pour l'environnement. On arrive bientôt là, il nous reste 5 minutes avant les questions. Je vais être là, moi, ces 2 prochains jours aussi. J'avais envie de vous entendre juste rapidement ensuite sur vos livres, des penseurs et un peu des guides aujourd'hui qui vous inspirent, mais aussi un petit peu sur vos tiers de confiance, parce qu'on a un vrai sujet sur la connaissance, sur la science, et sur comment la mettre en avant, sur comment on va chercher de l'information aujourd'hui avec des fake news qui ne font qu'augmenter, avec des réseaux sociaux qui nous écrasent. Où c'est que vous allez chercher votre information, vous ? Toi, Chloé, et toi, Matt? C'est une bonne question. Moi, je suis assez fan du podcast L'heure du monde, tous les matins. C'est un peu mon podcast. T'écoutes de la musique en nageant d'ailleurs, ou t'écoutes des... Elle chante. Elle chante en nageant. Attention, pas pour la tasse quand même. Hein. Je pense que les poissons de l'Atlantique, ils sont prêts. Ils vont avoir 3 mois de concert, là, ça va être génial. La petite sirène. Non, après, je suis beaucoup des médias comme Vert. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans l'information que je reçois, c'est que je vais aller voir beaucoup de sujets différents. Je trouve que quand on est, bien sûr, nous, on est très focus sur les sujets environnement, océan. Mais moi, tout ce qui est sujet diversité, inclusion, tout ce qu'on parle... l'éducation aussi, en fait, je trouve que tous ces sujets, d'une manière ou d'une autre, ils sont imbriqués. Et donc, il ne faut pas seulement avoir une connaissance sur ce qui nous attire, nous, mais vraiment prendre toute la globalité ensemble, parce que si on veut régler ce sujet-là, si on veut régler l'océan, en fait, il faut penser à quelles sont les inégalités aussi qu'il y a dans différents métiers, quelles sont les inégalités aussi qu'on a sur les métiers autour de l'océan. Enfin, en fait, il y a tout qui est imbriqué. Et donc, je trouve ça super important de surtout aller chercher de l'information sur plein de thématiques différentes. Ok. Et moi, c'est plutôt de l'information vivante, je dirais. Plutôt la technique des 50 cafés. Quand on ne connaît pas un sujet, on va interviewer un expert, on va lui poser plein de questions et puis il va nous s'envoyer vers d'autres experts, etc. C'est comme ça qu'on a rencontré la Water Family. Et c'est comme ça, nous, de base, on n'y connaît pas grand-chose, par exemple, au fonctionnement de l'éducation nationale. Mais en fait, c'est des enseignants qui nous expliquent comment aller toucher différentes personnes. Et puis ensuite, en ce moment, c'est Frédéric Lenoir. Je trouve que dans ses livres, ça m'ouvre vachement sur d'autres perspectives, pas lire que des sujets environnementaux. C'est un philosophe, un vulgarisateur sur la philosophie. Exactement, ouais. Et c'est Petits traités de la vie intérieure que je viens de relire. Et en fait, ça me fait vachement du bien de prendre un peu de recul sur certaines choses. Et parce qu'en fait, on peut voir plein de solutions techniques sur l'environnement, etc. Mais prendre un petit peu de recul sur la philosophie de là où on va, je trouve que ça fait du bien aussi. Pas mal, très bien. Et toi, un livre, Chloé? T'es pas obligé, hein. Mon livre qui m'inspire, c'est Young Woman and the Sea. Et il y a aussi un documentaire
là-dessus. C'est la première femme qui a traversé la Manche à la nage, qui a en plus battu le record des hommes qui l'avaient nagé avant elle. Exploser le record. Exploser. Oui, en plus, c'est vrai, c'est le mot, c'est exploser. Et non, Oui, parce que la natation, c'est pas que de la force physique, c'est aussi beaucoup de glisse dans l'eau. Ça, oui, et beaucoup de mental aussi. Enfin, et beaucoup de mental aussi. Comme ça, c'est aussi beaucoup de mental. Et je trouve ça juste, moi, les gens qui m'inspirent, qu'on fait des choses comme ça, surtout que quand tout le monde est un peu contre toi, je trouve que parfois avec Mathieu, on a un peu l'impression de ramer à contresens parce qu'on nous met des bâtons dans les roues, parce que c'est pas facile d'avoir des financements, parce que voilà, c'est pas toujours facile et je pense que dans tous nos projets, c'est jamais facile d'avancer. Et donc quand tu as des histoires comme ça de gens qui ont réussi, même si en fait on les a empoisonnés, si on a essayé de les arrêter à plein de moments différents et qu'ils ont quand même réussi, ça c'est des histoires qui me portent énormément. On arrive à la fin. Comment on fait pour vous suivre? Comment on fait pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous donner de la force? De l'envie, vous en avez, ça c'est bon. Trop bien. Et bah déjà, on a un petit stand si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment on fait la cuisson solaire. On a un petit memory sur les poissons donc juste derrière là. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. La voile va arriver à un moment aujourd'hui normalement, le génois du bateau. Donc on vous la montrera. Si, elle devrait arriver hier, mais elle arrivera aujourd'hui. Et vous pouvez nous suivre et nous aider de deux façons. La première, c'est on cherche des enseignants pour suivre le programme. Donc venez nous voir, on a un petit QR code qu'on peut vous partager pour préinscrire des enseignants pour notre parcours. Vous allez faire un kit pédagogique, c'est ça, hein? Ouais, de 12 semaines sur toute notre traversée. Et puis ils ont des missions toutes les semaines à faire qui sont en lien avec la protection de l'océan et qu'on a co-développé avec la Water Family. Et la deuxième façon, c'est qu'on est encore en crowdfunding qu'on a lancé il y a à peu près 10 jours. On a atteint 50%, donc on est trop contents. Et il reste encore 7 jours. Donc si vous voulez participer, c'est une vraie façon de nous aider. Et les réseaux sociaux aussi. Et les réseaux sociaux, merci. Et oui, non, je suis là, hein, t'inquiète pas. Voilà, on est beaucoup sur LinkedIn et Instagram surtout. Génial. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Pas de questions? Plus de questions? Sur le stand. Ah d'accord, ok, bon, on est viré, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Chloé et Mathieu. Merci. Et à très bientôt alors.